Grippe du poulet, alerte levée pour le moment en Allemagne. La malade rentrant de Thaïlande n'a pas été contaminée. En revanche, les spécialistes de la santé publique de toute l'Europe sont réunis à Rome pour envisager tous les scénarios, y compris le pire. Agriculture biologique, la France est en retard sur ses voisins européens. Le ministre de l'Agriculture annonce toute une série de mesures pour aider à son développement. Jean Gabin, pour le centenaire de sa naissance, ses plus prestigieux partenaires Alain Delon, Michel Morgan étaient réunis hier soir pour lui rendre hommage de Pépé le Mocco au président en passant par le cave se rebiffe, évocation de la longue carrière de Jean Gabin à la fin de cette édition. Madame, Monsieur, bonjour. L'exploit du jour, celui qui fait rêver depuis Jules Verne, le tour du monde en solitaire, non pas en ballon mais à la voile. L'exploit est signé ce matin Francis Joyon. Il ne lui aura pas fallu 80 jours, mais exactement 72 jours, 22 heures, 54 minutes, 22 secondes pour battre les précédents records de Michel Desjoyaux, 93 jours, et Olivier de Kersauzon, 125 jours. Ce matin, le navigateur solitaire est arrivé à Brest. Nous l'attendions. Christophe Duchiron, Vincent Bouffardi. Exact au grand rendez-vous de l'histoire des tours du monde à la voile et remarquable prévisionniste. Depuis plusieurs jours, Francis Joyon annonçait qu'il arriverait mardi matin à Bonport et qu'il couperait la ligne vers 8 h, ce qu'il fit finalement à 7h53. À quelques minutes près, il avait tenu parole, mais surtout, il avait tenu son incroyable pari. Un tour du monde en solitaire sur un trimaran long de 27 mètres, sans routage, sans escale en 73 jours. 7 jours de mieux que Phileas Fogg, le héros de Jules Verne, 49 jours de mieux qu'Olivier de Kersauzon en 1988, un pionnier à l'époque. Au cours de ce périple, Francis Joyon a battu toutes sortes de records, mais à l'arrivée c'était peu de choses, comparé à sa famille qu'il venait de retrouver. Au port du Moulin Blanc à Brest, femmes et enfants pour la photo. Champagne et bain de foule, sourire, gentillesse et discrétion. Tel est Francis Joyon qui ne parle jamais pour ne rien dire, capable d'économiser ses mots mais jamais son énergie à bord. Il était ce matin heureux et modeste. En multicoque, il faut réussir à bien faire marcher le bateau, il faut réussir à bien vivre en symbiose avec la mer, avec son bateau. Et c'est quand on arrive à faire une période comme ça, après je dirais la performance sportive est presque inaccessible après par rapport à ça. Après avoir dégusté les huîtres qui lui faisaient envie, Francis Joyon s'est mis à table devant les journalistes et il a raconté son voyage. Ça a été à la mesure de mes appréhensions parce que c'est vrai que c'est très impressionnant. Et ça a été aussi au niveau découverte, c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Surprise à l'arrivée, un homme arrête Francis Joyon. C'est un Anglais, Rodney Patterson, médaillé d'or en voile aux Jeux de Munich en 1972. Sa médaille d'or, il la donne en hommage au marin français, qui devient bizarrement le premier médaillé d'or au Tour du monde. Rien d'officiel, c'est même cocasse, mais c'est surtout la marque d'un authentique exploit. L'épidémie de grippe du poulet inquiète l'Europe, surtout si elle se transmettait d'homme à homme et pas simplement au contact de l'animal. Hier après-midi, un cas suspect a été détecté en Allemagne, pouvait laisser à penser que ce phénomène allait avoir lieu. Eh bien ce matin, les soupçons sont levés, heureusement. Une femme de retour de Thaïlande, hospitalisée à Hambourg, n'est pas atteinte de la grippe du poulet. Sophie Rodier. Fausse alerte à Hambourg. La patiente revenait de Thaïlande avec des symptômes grippaux et cela a suffi à déclencher des mesures sanitaires drastiques. Aujourd'hui, les analyses en attestent, elle va bien et n'avait donc pas contracté le virus de la grippe du poulet. Si l'état d'inquiétude est tel en Europe, c'est que le virus H5N1 galope. 10 pays touchés en Asie et au moins 13 morts. En Indonésie, des tests sanguins sont réalisés sur les habitants pour déceler une éventuelle présence du virus chez l'homme. Tous négatifs pour le moment. Pour l'instant, il n'y a pas encore de cas humains enregistrés par le département de la santé. Mais des mesures pour anticiper une telle hypothèse ont déjà été prises. Jusqu'à présent, les autorités indonésiennes se contentaient de mener des campagnes de vaccination. Aujourd'hui, elles se plient enfin aux consignes de l'OMS, déjà 5 millions de volailles abattues. On doit abattre ceux qui sont malades et ceux qui ont partagé le même poulailler, même s'ils ont l'air en bonne santé. On doit les abattre parce qu'ils peuvent être un réservoir à virus. En Chine, pays le plus peuplé du monde, les autorités renforcent leur surveillance aux frontières. Des canards contaminés introduits en contrebande ont été saisis. Malgré ces efforts, le ministère de l'Agriculture vient d'annoncer que 2 nouvelles provinces du Nord sont affectées par la grippe du poulet.
Alors à ce jour, l'épidémie a déjà fait 13 morts en Asie. Elle reste mystérieuse. Par précaution, l'Europe se mobilise donc. Des spécialistes sont réunis à Rome. Et la France envisage tous les scénarios, y compris celui d'une épidémie à l'échelle de la planète. Nathalie Sapena, Rémi Poissonnier. On revient de Ho Chi Minh City, mais on n'a pas été inquiet particulièrement. On a évité de consommer du poulet, c'est tout, quoi. J'ai eu mon frère au téléphone. Bon, tout ce que j'ai sais, ils ont bloqué là-bas pendant 3 heures pour passer des tests, des contrôles, tout ça. Et c'est pour ça que l'avion, ça fait 6 heures qu'il est en retard depuis 6 heures. Pour l'instant, j'ai l'impression que tout est bien maîtrisé, sincèrement. Au demeurant, ça me semble bien assez correct. Oui. Pas d'inquiétude, encore moins de psychose. La grippe du poulet n'affole pas les voyageurs. Mais au plus haut niveau de l'État, la menace est prise très au sérieux, comme le SRAS l'année dernière. Un plan d'urgence est en préparation qui mobilise de nombreux acteurs, notamment les médecins. Pour un peu éradiquer ça. Ce généraliste parisien fait partie du réseau Sentinelle, 1200 médecins sur tout le territoire qui surveillent les principales maladies. Depuis peu, ce médecin a reçu une mission particulière, détecter l'arrivée en France des éventuels premiers cas de grippe du poulet. Nous a envoyé une note nous précisant les symptômes devant lesquels nous devons nous méfier. Si je vois quelqu'un avec les yeux rouges, larmoyants, accompagné d'une forte fièvre, de la toux, le nez qui coule, un malaise général, je devrais me méfier. Ce réseau Sentinelle va être renforcé dans la perspective d'une épidémie chez l'homme de la grippe du poulet. Car tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de repérer l'entrée du virus sur le territoire français. Si on arrive très tôt, on peut circonscrire très rapidement les foyers épidémiques. Si l'on arrive trop tard, alors parfois les transmissions se sont déroulées et les processus sont difficiles à enrayer. Si un cas arrivait en France de grippe aviaire, il faudrait évidemment isoler ce cas et le protéger et le traiter au mieux. Mais il n'y aurait pas, a priori, pas aujourd'hui à notre connaissance, de risque de transmission. Pour l'instant, ce sont les oiseaux qui transmettent le virus à l'homme. C'est pourquoi les oiseaux sauvages qui peuvent transporter ce virus vont également être contrôlés. Alors les Chinois qui sont déjà traumatisés par l'épidémie de SRAS de l'an dernier ont intensifié les contrôles, vous l'avez entendu. Une dizaine de provinces sur 31 que compte le pays font état de cas suspects ou confirmés de grippe du poulet. Pour autant, la télévision officielle chinoise ne joue pas vraiment la transparence. Philippe Rochaud, Sylvain Guillaume à Pékin. La grippe aviaire est une bonne occasion d'afficher sa popularité quand on est Premier ministre chinois. Wen Jiabao fait ici la tournée des fermes d'élevage touchées par l'épidémie. Il est même venu lever la quarantaine imposée à une famille susceptible d'être porteuse de la maladie. Preuve que tout va bien. La télévision chinoise veut nous montrer que les paysans sont indemnisés. 3 € par poulet. Mais on ne dit pas que pour certains, c'est un déchirement de se séparer de sa volaille, seule source de revenus. Les poulets sont, dit-on, vaccinés, mais ce n'est pas un vrai vaccin et l'OMS a des doutes. Les fermes d'élevage sont désinfectées et les poulets incinérés, pas toujours dans les meilleures conditions. Mais la Chine veut montrer à sa population qu'elle connaît parfaitement l'évolution de la maladie et qu'elle la maîtrise. Seuls pourtant les journalistes chinois ont accès à ces différents sites, car le ministère de l'Agriculture est incapable d'évaluer l'étendue des dégâts. C'est ce que lui reproche l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS attend toujours des informations de la Chine sur la grippe aviaire, les 14 foyers de contamination, son système de surveillance, la façon dont est conduite la campagne de vaccination, mais sans succès. Seuls les journalistes chinois comme celui-ci, autorisés à se rendre dans les fermes touchées, estiment que le gouvernement joue la transparence. En France, le titre de l'actualité, c'est la journée d'Alain Juppé. C'est en effet dans le courant de ce mardi qu'Alain Juppé fera savoir si oui ou non il quitte la vie politique. Certaines informations, rumeurs font état d'une décision qui consisterait en un abandon progressif de ses différents mandats. En attendant, Alain Juppé, maire de Bordeaux, a regagné Paris hier soir. Il a dîné avec le chef de l'État à l'Élysée. Ce matin, il était absent du petit déjeuner hebdomadaire de l'UMP, sa formation, dont il est le président. En revanche, il vient de participer à la réunion du groupe en fin de matinée. C'était à l'Assemblée nationale. Reportage Michael Darmon et Thierry Breton. Comme si le départ était programmé, orchestré même. Hier Bordeaux, aujourd'hui l'Assemblée nationale. Son entrée à la réunion du groupe UMP donne le signal d'un accueil en forme d'hommage.
Ça n'est que ce soir qu'il devrait dire publiquement s'il quitte ou non la vie politique. En attendant, mettre de l'ordre, organiser la suite, alléger l'agenda. Ce matin, Alain Juppé est sorti de chez lui plus tard que d'habitude. Il ne s'est pas rendu au petit déjeuner du mardi à Matignon. Hier soir, il a dîné à l'Élysée. À Paris, l'emploi du temps d'Alain Juppé prend des allures de tournée d'adieu, même si dans son équipe, au siège de l'UMP, on s'accroche au discours officiel. Les milliers de messages de soutien, d'amitié, de fidélité et d'appel que l'on reçoit ou qu'il a reçus veulent tous dire quelque chose pour lui. Voilà. Pour avoir travaillé depuis 3 ans à ses côtés et comme secrétaire général de ce mouvement, je vais quand même m'employer encore aujourd'hui à lui dire de rester à la tête de ce parti. L'immeuble cossu de l'UMP s'est coloré d'affiches militantes. Au sein du parti majoritaire, c'est la mobilisation générale à quelques jours d'un congrès pour dire « Juppé ne part pas ». Hier soir à Suresnes, on attendait Jean-François Copé, mais on se demandait si Alain Juppé pouvait encore changer d'avis et ne pas quitter la vie politique. Parfois on dit des choses un peu dans le feu de l'action et puis après, avec la réflexion, on peut arriver peut-être à une autre solution. Mais ce n'est pas à nous de nous prononcer. À la présidence de l'UMP, je ne suis pas pour son départ. J'estime qu'on lui reproche des choses qui ne sont pas fondées à l'heure actuelle. Quand ça sera fondé, on en reparlera. Pardon, c'est pour le pot de départ d'Alain Juppé? Ce matin, rue de la Boétie, on dressait un buffet. Alain Juppé est attendu. La banderole parle d'un retour à la maison, mais on ne sait pas encore laquelle. L'ancien Premier ministre, qui doit donc aujourd'hui décider de son avenir politique, est à la fois bien et mal connu des Français. À de multiples reprises, cet homme qui se présente plutôt de manière sévère, droit dans ses bottes, comme il le dit lui-même, n'est pas forcément le même lorsqu'on le surprend à certains moments de la vie politique. En l'occurrence, vous allez le voir, au soir des dernières élections législatives en 2002, extrait du film Un maire, une ville, réalisation Michel Rézère. Alain Juppé, comme on ne le voit pas souvent, chez lui, à Bordeaux. Goûte ce que c'est que du vrai foie gras. Et à Bordeaux, ses origines landaises ressortent. Alors la différence, ça va être landais, c'est pour ça. D'ailleurs, au hasard comme ça. Il n'y a pas du rosé frais là. 16 juin 2002, il attend le résultat du deuxième tour des élections législatives. On est où là? Vous êtes rassurés? Ouais, 55, ça va. C'est ce que j'espérais. Tout va pour le mieux. Vous voyez, les Bordelais n'ont pas voté. Hein. Je ne sais pas combien d'abstentions, c'est énorme. Notamment dans les bons bureaux. Enfin, comme ça. La plage. Je peux avoir des résultats sur la Gironde? Merci. Je peux pas avoir des chiffres? Et là, c'est le stratège politique, le Parisien, l'énarque qui veut aller plus vite que la machine, qui reprend le dessus. Allô? On sait trouver une bonne nouvelle. Garde élu, on ne sait pas encore ici qui sont il est élu avec 52 000. On a un système d'information absolument pas. 55-23, nous en avons. On a des téléphones. J'avais demandé Bayrou aussi. Quelques notes pour le discours, mais devant les militants, c'est le cœur qui parle. Chers amis, mon engagement à Bordeaux est total. Bordeaux d'abord, bien entendu. J'ai une déclaration à faire. Une déclaration. D'abord, merci à tous. Cette victoire est la nôtre. Et deuxièmement, rendez-vous aux Épicuriales autour d'un punch. Un fait divers tragique en Picardie. Un homme de 67 ans est mort hier dans un accident d'ascenseur, dans un immeuble HLM d'Amiens. Les accidents d'ascenseur dans les résidences HLM, notamment à Amiens, avaient amené l'an dernier les pouvoirs publics à exiger un plan de réparation et même une loi obligeant à la mise à niveau technique de ces équipements. Elia Guillemin, Catherine Juste. À tous les étages, des scellés apposés par la police et un avertissement clair, hors service.
Hier, c'est derrière cette porte au 7e étage que Mohamed Arkavan, 67 ans, a fait une chute mortelle d'une dizaine de mètres. J'ai entendu un boom énorme, je crois que c'était quelqu'un qui était tombé dans les escaliers, je suis sortie précipitamment. Que s'est-il passé exactement? Comment la victime est-elle tombée de plusieurs étages? Pourquoi la porte de l'ascenseur s'est-elle ouverte sans que la cabine soit arrivée? Pour comprendre, le parquet d'Amiens vient d'ouvrir une enquête. S'agissant des causes, on est obligé de poser des hypothèses, à savoir s'interroger sur les gestes qui ont pu être faits par la victime elle-même, l'état de l'ascenseur, la diligence du service de maintenance, les gestes réciproques de la victime, de la maintenance et de l'ascenseur. Concernant l'état de l'ascenseur, l'OPAC, propriétaire des lieux, assure que l'appareil, âgé de seulement 6 ans, a été régulièrement entretenu depuis son installation. Mais dans l'immeuble, on évoque des pannes à répétition et surtout, on accuse, une fois de plus, la panne n'aurait pas été signalée aux habitants. Il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait rien du tout. Que s'il avait prévenu, au moins les gens auraient été prévenus, ils n'auraient pas forcé la porte ou quoi que ce soit. C'est jamais indiqué quand l'ascenseur ne fonctionne pas. Si une fois qu'Otis s'est passé, là on a le panneau hors service. Mais hier, quand les employés de la société Otis chargés des réparations sont intervenus pour la panne, c'est un corps sans vie qu'ils ont découvert. L'autopsie de la victime aura lieu demain. Dans notre édition d'hier, puis dans notre magazine complément d'enquête en fin de soirée consacré à la crise du logement en France et à l'exploitation scandaleuse de certains propriétaires, nous avons diffusé plusieurs témoignages dont certains à visage découvert. Ce qui n'a pas plu au gérant d'un de ces hôtels meublés qui cette nuit s'en est pris à ses locataires. Mathias Hillion, Éric Colomère. L'émotion était vive hier soir dans cet hôtel du 11e arrondissement de Paris après la diffusion d'un reportage dans Complément d'enquête. Il dénonçait le business des marchands de sommeil dans la capitale. On y voyait cette femme, Fatia Lourzal. Elle témoignait à visage découvert de ses conditions de logement et du loyer exorbitant qui lui était demandé, 800 € par mois pour une chambre de 12 mètres carrés, sans douche, sans WC, sans chauffage. J'arrive pas à me chauffer, même des fois je tombe pas là. Vous voulez dire que le propriétaire n'a pas mis de chauffage dans la chambre? Non, non, il n'y a que ça. C'est ça le chauffage qu'il a mis. On dort avec nos habits. Je vous ai pas proposé une chambre. Ce reportage n'a pas plu au gérant que l'on voyait ici interviewé en caméra cachée. Un quart d'heure après la diffusion du sujet, il fait intrusion dans la chambre de Fatia Lourzal et la frappe au visage. Prévenu, la police intervient et arrête l'hôtelier. Après avoir été entendue, Fatia Lourzal est conduite aux urgences médico-judiciaires. Vous allez porter plainte, c'est ça? Oui. Je porte plainte, il a demandé aux inspecteurs, il veut un arrangement, moi je ne voudrais pas un arrangement. En attendant l'intervention des services sociaux, nous avons accompagné Fatia Lourzal dans un autre hôtel de la région parisienne pour qu'elle soit à l'abri. Elle a pu récupérer quelques affaires dans son ancienne chambre. Ce matin, son logeur était toujours en garde à vue. S'il n'y avait pas eu l'affaire Juppé, le monde politique serait entièrement tourné aujourd'hui vers le débat sur la loi de la défense de la laïcité à l'école qui commence cet après-midi à l'Assemblée nationale. Les socialistes pourraient être amenés à voter le texte défendu par le Premier ministre en personne, à deux conditions qui peuvent apparaître un peu contradictoires: changer signe ostensible par visible et dans le même temps exiger qu'une forme de négociation soit menée auparavant avec l'élève avant toute décision d'exclusion. Avant même que cette loi n'existe, dans un établissement de Corbeil-Essonnes en région parisienne, un professeur musulman lui-même explique à ses élèves pourquoi l'école constitue, disons, un lieu à part qu'il faut respecter. Reportage réalisé la semaine dernière, Claude Poznanski et Eric Mézy. À 17 ans, en BEP comptabilité, Suna, d'origine turque et de confession musulmane, répète tous les jours le même geste à cause du voile. C'est interdit à l'intérieur du lycée. Alors dès que je viens devant l'établissement, je l'enlève. Et dès que je sors, je le remets. Le voile, c'est un thème que le professeur de comptabilité, de confession musulmane, lui aussi, n'hésite pas à aborder en classe. Porter le voile, c'est montrer qu'on appartient à une religion. Mais on ne vous demande pas de l'enlever quand vous êtes à l'extérieur. Par contre, dans un établissement, il faut respecter. C'est comme le cas, par exemple, quand on va dans une mosquée, il y a des règles à respecter. Vous qui connaissez, enfin pour ceux qui connaissent la Mecque, quand on va à la Mecque, il y a des règles à respecter.
En classe, Suna porte un bandeau, mais pour en arriver là, le dialogue fut long et difficile. Son professeur a joué les médiateurs. Il lui a d'abord proposé une inscription dans un lycée coranique qu'elle a refusé car trop éloignée de chez elle. Donc au début, elle était pas trop d'accord, mais par la suite, elle a fait le choix de porter un bandana. Si elle accepte ce compromis, elle continue néanmoins à revendiquer sa religion. Le voile, ça représente tout pour moi. C'est ma vie, quoi. C'est-à-dire le voile, si je le portais pas, et le voile, ça représente l'islam pour moi, quoi. Mais elle se dit prête aussi à quitter son bandeau en classe si on l'y oblige. L'agriculture biologique, annoncée dans les titres, sans pesticides, sans engrais chimiques. La France est en retard dans ce domaine par rapport à ses voisins européens. Le ministère de l'Agriculture propose donc une enveloppe de près de 11 millions d'euros pour favoriser la conversion d'exploitations traditionnelles. Laurence de Cherf, Nathalie Gallet. Les produits biologiques ont plutôt la cote. Un Français sur deux en mange occasionnellement. En grande surface ou sur les marchés, les consommateurs en réclament. Produits naturels, ils cultivent, ils viennent vendre leurs produits et moi j'aime bien. J'ai l'impression de retrouver un peu les marchés du terroir, en fin de compte. Pour la santé, il y a moins de cochonneries. On ne met pas les cochonneries, comment ça s'appelle déjà, pour faire pousser les engrais. Sans produits chimiques ni OGM, avec le moins de médicaments possible, l'agriculture biologique tournait plutôt au ralenti depuis 2 ans. 1,5% de la surface cultivée, c'est peu comparé aux autres pays européens comme l'Allemagne qui envahissent donc le marché français. Nous pensons qu'il faut arriver à 15-20% pour qu'effectivement le prix des produits bio baisse, qu'on voit un véritable effet sur l'environnement, que les consommateurs et les citoyens sachent que la bio ça sert à quelque chose. Et on y arrivera peut-être avec plus de temps que les autres, mais on finira par y arriver. En annonçant un certain nombre de mesures, Hervé Guémard relance donc l'agriculture biologique. 50 millions d'euros sur 5 ans pour favoriser la conversion des agriculteurs. Ou encore développer l'organisation professionnelle et enseigner les règles du bio. Les agriculteurs déplorent dans ce plan le manque d'aide financière pour leur respect de l'environnement, une contrainte qui a un coût. On est fiers de notre métier, on est agriculteurs bio pour respecter l'environnement, respecter la qualité des sols, respecter la qualité de l'air. Et donc pour ça, on a besoin et on a envie d'être reconnu par la société. Reste encore à mieux organiser la logistique de la filière afin que les consommateurs puissent facilement satisfaire leurs petits plaisirs. Les postiers entament une série d'arrêts de travail pour protester contre l'évolution de la poste au niveau européen. Ils craignent une forme de privatisation, en tout cas l'ouverture à la concurrence, l'abandon de certaines fonctions du service public. Ce matin, vous voyez des postiers manifester notamment dans les rues de Montpellier. L'évolution de ce service public en France, c'est l'apparition de points postes dans les villages où les bureaux de poste disparaissent. Ces points, qui sont en général le café ou encore l'épicerie, arrivent également désormais en ville. Reportage en banlieue parisienne près de Cergy-Pontoise. À Martin-Gouès, Patrick Bois. Ouvert de 7h à 20h. Ce n'est pas tout à fait un bureau de poste. À côté des cigarettes et au bout du bar, le point poste. Dans cette grande banlieue de Paris, il n'y avait pas de bureau. Depuis 10 jours, les habitants de Courdimanche peuvent acheter des timbres ou retirer un paquet, comme à la Poste. Moi, je continue à faire confiance à la Poste. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un service avec lequel j'ai jamais eu de démêlés et avec lequel j'ai toujours été satisfaite. Donc, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais. La Poste verse 130 € par mois et une commission sur les ventes. Pour le patron du bistrot, ce nouveau service est complémentaire de ses autres activités. Nous, ce qu'on espère, c'est, vu la grosse baisse du tabac qui est eu en ce moment, qui est de 20-25% de chiffre d'affaires en moins, on espère que ça va nous amener quelques clients en plus au niveau du bar. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de Cergy-Pontoise et devant le développement de la commune, pour le maire, ce n'est qu'un premier pas. J'espère que ce n'est qu'un début et que l'on ira progressivement vers cette ouverture de bureaux de poste à part entière qui aujourd'hui est nécessaire dans notre commune compte tenu de sa population et de son évolution. Chaque jour depuis septembre dernier, la Poste ouvre un point comme celui-ci. On en compte déjà 150, surtout à la campagne. Pour les syndicats, c'est une remise en cause du service public. On perd d'une la clause de confidentialité qu'avaient les agents dans le bureau de poste, et de deux, en plus, c'est un recommandé perdu
qui portera la responsabilité de ce courrier perdu? Pas question pour le moment d'y retirer de l'argent. D'ici à la fin de l'année, la Poste devrait avoir ouvert 400 points comme celui-ci. Les journalistes de Radio France ont entamé leur deuxième semaine de grève. Ils ont déployé ce matin une banderole sur la façade de la Maison de la Radio à Paris. Une manifestation est prévue cet après-midi. Ils réclament la parité des salaires avec les autres sociétés audiovisuelles publiques. L'actualité internationale. Ariel Sharon, le Premier ministre israélien, inquiété pour des affaires de financement politique, fait feu de tout bois depuis 48 heures. Hier, il annonçait que les colonies israéliennes de la bande de Gaza seraient un jour démantelées. Aujourd'hui, il va plus loin. Il envisage des échanges territoriaux avec les Palestiniens. Il faut savoir que les habitants des colonies sont des militants, le plus souvent partisans du Grand Israël, qui ne laissent que peu ou pas de place aux Palestiniens. Reportage dans une de ces colonies juives de Gaza. Charles Anderla. Netzarim est situé en plein centre de la bande de Gaza. Et durant les premiers mois de l'intifada, isolés par les combats, les colons étaient approvisionnés par hélicoptère. Depuis, l'armée a dégagé la route qui mène à cette implantation. Des maisons palestiniennes ont été détruites, des dizaines d'hectares de plantations arrachées. Les 60 familles juives qui habitent ici sont protégées par un bataillon. Des chars patrouillent constamment autour du périmètre. Principale activité, l'agriculture bio. Netzarim produit chaque année 800 tonnes de poivrons et de tomates cerises. La production est exportée vers l'Europe, notamment la France. Pour raison de sécurité, depuis 3 ans, les ouvriers palestiniens ont été remplacés par des Thaïlandais. Il y a un mois déjà, Ariel Sharon avait évoqué une éventuelle évacuation de Netzarim. Shimon ne s'est pas laissé impressionner. Je ne crois pas que Netzarim disparaîtra. Dieu est plus grand que Sharon, même si Sharon est un grand homme. Tout cela est une affaire politique, une grande illusion. Car jusqu'à ces dernières semaines, Ariel Sharon était très apprécié dans cette colonie. Sharon, il a bâti toutes ces maisons qu'on voit ici à Netzarim. C'est lui qui a bâti ici. C'est lui qui était ici. C'est lui qui venait tout 2-3 mois ici à Netzarim. Et on ne comprend pas du tout qu'est-ce qui s'y passe. La gauche israélienne a régulièrement réclamé l'évacuation de Netzarim. Y maintenir des centaines de soldats coûte très cher à l'État, sans parler du prix politique. Alors en direct avec nous de Jérusalem, Charles Landerlin. Charles, bonjour. On peut se demander qu'est-ce qui a fait changer d'avis d'un jour à l'autre, ou presque, le Premier ministre israélien à propos des concessions à faire aux Palestiniens. Franchement, c'est la question que tout le monde se pose ici. Alors, très méchamment, ces détracteurs de droite nous disent la profondeur du retrait dépendra de la profondeur des interrogatoires qu'Ariel Sharon subira. Mais on parle également d'une prochaine visite aux États-Unis où M. Sharon, sous la pression américaine, devra présenter un nouveau plan de paix au président George Bush. En fait, l'entourage d'Ariel Sharon nous dit que c'est sérieux, qu'il veut préparer une séparation des Palestiniens unilatérale, tracer sa carte géographique de la sécurité d'Israël, c'est-à-dire en fait tracer la carte des enclaves palestiniennes qui seraient laissées aux Palestiniens. La grande majorité de la bande de Gaza et 42 à 50% de la Cisjordanie. Ces chiffres, bien entendu, seront encore discutés. En tout cas, c'est cela que nous entendons de la présidence du Conseil. Merci Charles. De la ricine, un poisson d'origine végétale reçu dans le courrier du leader du Parti républicain à Washington. Voilà qui va encore alourdir un peu plus l'atmosphère aux États-Unis où la psychose à l'attentat ne retombe pas décidément. Arnaud Miguet. Cette nuit, à l'heure où le Sénat est endormi, une enveloppe suspecte est découverte. Immédiatement, l'alerte est donnée, les autorités évacuent le bâtiment et procèdent à des tests. Leurs craintes sont très vite confirmées. Le courrier suspect contenait bien un poison mortel. 2 des 3 tests que nous avons effectués confirment que c'était bien de la ricine. Nous avons plusieurs preuves que c'était de la ricine. À cette heure tardive, vers 3 heures du matin, 16 personnes seulement étaient présentes dans le bâtiment où se trouve la salle du courrier. Elles sont toujours en voie de décontamination, mais a priori, aucune n'est atteinte. Un sénateur républicain, également médecin, se voulait rassurant. Ce qui nous préoccupe, c'est que dans nos locaux, des gens auraient pu théoriquement inhaler le produit, la poudre. Mais il ne semble pas que ce soit le cas.
La ricine, potentiellement arme biologique facile à fabriquer à partir de ses graines. On en extrait de l'huile de consommation ou de la poudre toxique, un poison qui peut tuer dans les 3 jours. Pour l'heure, aucune piste n'est écartée, de la piste terroriste à la vengeance personnelle. En 2001, le Capitole avait été la cible d'une série d'attaques au bacille du charbon. Des lettres contenant de l'anthrax étaient arrivées sur les bureaux de 2 sénateurs. La lettre piégée d'hier montre encore une fois la vulnérabilité du Sénat, malgré des mesures de sécurité des plus draconiennes. En Amérique du Nord, le Canada est depuis longtemps une terre d'immigration. Aujourd'hui, les autorités canadiennes cherchent à attirer non plus seulement des populations francophones, mais des Français. Pour les expatriés, la vie au Canada ressemble souvent à celle de l'Amérique du Nord, avec tout de même, vous allez voir, quelque chose en plus, peut-être de la fantaisie. Pascal Golomer, Tristan Lebras. Certes, il se passerait bien de ce long hiver canadien, si rude quand on vient du sud de la France. Mais qu'importe, Gilles et Walden ont terminé à Montréal leurs études de commerce et c'est bien ici qu'ils veulent se lancer dans l'aventure. La création d'un portail internet mondial pour les professionnels de la bijouterie sans complexe. En Amérique du Nord, c'est une mentalité qui est beaucoup plus dynamique et qui a beaucoup plus tendance à faire confiance aux jeunes. C'est-à-dire que quand on se présente, qu'on est des jeunes chefs d'entreprise de 26-27 ans, les gens nous prennent beaucoup plus au sérieux qu'ils ne nous prendraient au sérieux en France. C'est aussi pour cela que le Canada est devenu l'une des destinations favorites des expatriés français. Sylvie et Christophe, eux aussi, sont restés à la fin de leurs études, plus par goût de la découverte que par rejet de la France. On découvre d'autres choses, on découvre des gens différents et nécessairement on s'enrichit, on en profite aussi à un niveau personnel. 20 ans après son arrivée, Laurence Miller, elle, est toujours aussi enthousiaste. Jamais elle n'aurait pu, dit-elle, s'offrir un tel appartement à Paris. Cette ancienne hôtesse de l'air, devenue architecte d'intérieur, avoue avoir trouvé la terre d'adoption idéale. La qualité de vie de Montréal, c'est parce que ça, tous les anglophones comme les francophones vous le diront, c'est ce mélange de culture qui est extraordinaire. Il y a ce côté affaires nord-américain, travail, mais il y a le côté latin-français. À chacun ses raisons. On compterait aujourd'hui près de 70 000 Français à Montréal. Résultat des multiples campagnes de promotion qu'organise le Québec pour attirer des immigrés francophones. Éric de Bargis, avocat comme son épouse, a fait plusieurs allers-retours avant de fonder sa famille ici. Lui aussi, séduit par les conditions de vie agréables et les prix modérés. Mais il aimerait un jour revenir en France, persuadé qu'il pourrait, comme tous les expatriés, apporter beaucoup à son pays. On croit dans un certain nombre de choses qu'on découvre allant à l'étranger, justement. Donc on est en mesure ici de mieux définir l'essentiel, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment comprendre étant en France, parce qu'on reste dans l'aquarium. Ce retour en France n'est pas encore programmé. Un retour jamais très facile à négocier. Et c'est aussi pour cela que les expatriés ont tant de mal à rentrer. L'Amérique scandalisée par le sein droit de Janet Jackson, exhibé en direct et en public à la mi-temps de la finale du championnat de football américain, suivi par plus de 100 millions de téléspectateurs. Il faut savoir que l'Amérique officielle est plutôt pudibonde et qu'à la télévision, des scènes montrant la poitrine des dames sont le plus souvent floutées. Dans l'entreprise, on ne plaisante pas non plus avec la gaudriole. Un salarié d'une entreprise américaine installée au Havre n'est plus payé pour le savoir, il vient d'être licencié. François-Julien Piednoir. Un simple message électronique et c'est le licenciement. Yannick Cagniel, salarié de l'usine depuis 21 ans, a été licencié pour faute grave. Motif, un mail accompagné d'une vidéo, depuis supprimée par tous les salariés, mettait en scène un petit garçon soulevant la jupe d'une dame. Jusque-là, rien de bien répréhensible, mais pas du goût d'une employée du siège aux États-Unis. Le courriel coquin aurait en effet atterri par erreur dans sa boîte aux lettres. C'est complètement démesuré cette sanction, vu mes états de service, parce que bon, j'ai toujours été sérieux dans mon travail. Maintenant, tout le monde a peur, mais pas spécialement que sur des messages, sur n'importe quoi qui peut se passer dans l'usine. Vous garez votre voiture de travers, vous n'avez pas d'équipement de sécurité parce que vous grattez l'œil au même moment, il y a une hiérarchie qui passe. Est-ce que ça va pas être la sanction immédiate, Un climat paranoïaque qui a poussé ses collègues à se mettre en grève. Depuis 5 jours, 98% du personnel bloque le site, mais pour la direction, ce message n'a rien d'humoristique, c'est l'image du groupe qui est en jeu. Nous avons décidé d'avoir un licenciement direct parce que le message qui était envoyé est un message pornographique.
Alors si on peut soutenir l'usine dans le futur avec les investissements qui sont nécessaires, ça sera très difficile pour moi pour leur convaincre de prendre une autre décision. Reste alors à définir la frontière entre humour et pornographie, lorsque l'on sait que des millions de mails, pas toujours professionnels, sont échangés chaque jour au sein même des entreprises. Intéressons-nous maintenant à notre environnement. Les propriétaires de logements ont encore 10 ans pour faire remplacer les tuyauteries en plomb. Il faut savoir que dans une ville comme Paris, 80% des tuyauteries sont encore en plomb, comme on les faisait au début du XXe siècle. En attendant, pour atténuer la teneur en plomb, eh bien, on injecte du phosphate dans l'eau pour contrer les effets nocifs éventuels. Marie-Pierre Samitier, Abdelzouich. À Paris, 80% des tuyaux d'approvisionnement d'eau sont en plomb. Or, le plomb se dissout dans l'eau très facilement et les teneurs en plomb autorisées par la loi viennent de changer. Alors les normes européennes ont évolué, donc nous sommes passés début 2004 à 25 microgrammes litres pour la teneur en plomb et nous passerons en 2013 à 10 microgrammes litres. Alors, pour limiter la teneur en plomb à Paris, on ajoute depuis quelques jours du phosphate. On boit l'eau du robinet, elle est très bonne. Cela ne change rien au goût, la preuve, les Parisiens n'ont rien remarqué. Pour calculer la dose nécessaire de phosphate à ajouter, le laboratoire de la Société de gestion des eaux de Paris a procédé à des essais. Pourquoi? Parce que les phosphates, on est en train de diminuer leur rejet dans l'environnement et il ne fallait pas que d'un côté on en rajoute et que de l'autre on demande de diminuer ces teneurs en phosphate. Donc le but a été de diminuer au maximum et la teneur optimum qu'on a déterminée, c'est 1 mg par litre, donc très très faible quantité. Une très faible quantité de phosphate qui va réagir dans l'eau en se déposant sur les parois du tuyau en plomb. Un léger film va recouvrir alors ces parois de plomb et empêcher qu'ils se mélangent à l'eau. Cet ajout de phosphate est provisoire en attendant que les propriétaires changent à leurs frais les canalisations en plomb avant 2013. En France, il en reste 34%. Quant aux canalisations publiques, elles sont sans plomb puisqu'elles ont été mises aux normes progressivement. La réinsertion, l'intégration par le bon pain. Je m'explique. À Marseille, une association a décidé d'ouvrir une boulangerie solidaire dont les clients sont les associations humanitaires. Des RMistes y sont employés. Le pain est vendu à moitié prix. Reportage Yannick Aroussi, Benoît Jourdan. Du matériel d'occasion installé dans la cuisine d'un ancien restaurant, la boulangerie est décidément atypique. Elle est même unique en France. Le partage du pain n'est pas ici un vain mot. Tous les employés sont d'anciens chômeurs et ils produisent pour les plus démunis. Avant j'étais chômeur, ouais. Pendant 5 ans. Ça a été une bouffée d'oxygène de venir travailler? Enfin, oui, bien sûr, depuis que je suis là, je commence à respirer, quoi. Pain et Partage produit 200 000 baguettes par an pour diverses associations humanitaires. 15 armées du salut et le L'armée du salut, dépôt, l'épicerie et restaurant. L'association a été fondée en 1993 et la plupart des boulangers qui sont passés ici ont été formés sur le tas. Nous, ce qu'on propose à ces gens-là, c'est de pouvoir se poser quelque part et puis se professionnaliser. Je pense que toutes les exigences que nous avons par rapport au travail de production de pain, que ce soit les questions d'hygiène, les questions d'horaire, les questions de production, le travail d'équipe, tout ça, ça leur servira quel que soit leur devenir professionnel. Après la fabrication, la livraison. Armée du Salut, Resto du Cœur et d'autres profitent de ces baguettes à moitié prix ou parfois gratuites. Le pain, vecteur social. Et je me souviens même d'un stagiaire qui était en boulangerie et qui a eu cette phrase toute simple. Il dit: c'est la première fois que je vois les gens pour qui je travaille. Et en plus, c'est des gens qui en ont besoin. Dans ce bus, les restaurants du cœur servent chaque midi 150 à 200 repas. Les baguettes de Pain et Partage sont de qualité. La farine est la même que celle des boulangeries traditionnelles. Un plus très apprécié par les bénéficiaires. Et les endroits où on va manger, des fois c'est du pain d'hier, du pain... Là, ça fait plaisir de manger du pain frais. Surtout quand on sait qu'on n'a pas 60 centimes dans la poche pour s'acheter la baguette, quoi. Ça dépanne. L'avenir de Pain et Partage passe sûrement par le développement. L'association vise le marché des cantines scolaires marseillaises en collaboration avec une multinationale de restauration. Drôle d'alliance. C'était le premier reportage de cette édition. Francis Joyon a donc réussi l'exploit de battre le record du Tour du monde à la voile en 72 jours.
L'homme n'est pas un marin du bord de mer, si je puis dire, puisqu'il est né au milieu des champs de blé de la Beauce. On le considère comme un autodidacte, entre guillemets, de la voile. À 47 ans, il n'a pas la réputation d'être un grand bavard. Manuel Tissier et Christophe Duchéron. Un solitaire, un vrai. Le tour du monde record de Francis Joyon, bouclé ce matin au large de Brest, tient à son seul talent et à une volonté de faire. Parti le 22 novembre dernier du port breton, Joyon a tout fait lui-même. La recherche des sponsors, la météo, le routage, jusqu'au bricolage du bateau. Impressionnant, même pour son collègue Van den Ede, toujours en mer. La dernière fois que je l'ai vu, il était lui-même en train de repeindre son bateau à la main dans une annexe, parce que personne ne voulait le faire, évidemment, il ne voulait pas le soulever hors de l'eau parce qu'il n'avait pas les moyens. Francis Joyon n'est pas né en bord de mer, mais en plein cœur de la Beauce, il y a 48 ans. Bercé par les récits des grands marins, il remporte en 2000 la Transat anglaise devant tous les spécialistes de la course au large. Un premier record. Il entre dans la confrérie des champions des océans. C'est vraiment un type atypique dans notre petit monde de la course au large, parce que c'est une force de la nature et un personnage attachant qui arrive à gérer ces de grands projets avec peu de moyens et avec beaucoup d'intelligence. Ce départ en solitaire du 22 novembre, Joyon en rêvait. Suivre les traces de Tabarly ou Moitessier, ses idoles. 49 jours plus tard, il se prend en photo au passage du Cap Horn. Joyon parle peu et souffre en silence. 4 heures de sommeil par 24 heures pendant 72 jours, c'est un dur au mal. Il fallait aussi avoir la force mentale de ne pas se laisser emporter par la machine, où la faute sur ces bateaux-là arrive quand même vraiment très très vite. Et là, il a fait une belle démonstration de savoir-faire, et je pense en même temps qu'il s'est fait un vrai plaisir personnel. La solitude, c'est fini. Aujourd'hui, Francis Joyon retrouve sa famille. Il aura tout fait pour les revoir le plus vite possible. Puis je vous rassure, je n'oublie pas qu'il fait exceptionnellement beau en ce moment, depuis hier et jusqu'à vendredi au moins, sur une grande partie de la France. 19 degrés à Paris, jusqu'à 21 degrés dans le sud-ouest, alors qu'il neigeait encore la semaine dernière. Reportage ce matin dans les rues de Bordeaux. David Bazier, Bernard Bonnard. 7 degrés au compteur, c'est quand même toujours l'hiver. Et ce matin, dans la région bordelaise, ils sont peu nombreux à reprendre les habitudes du printemps. Mais à Météo France, la tendance est à faire pousser des palmiers, car la journée d'aujourd'hui est marquée par la forte amplitude des températures. Les perturbations ont plutôt tendance à circuler sur un axe Irlande-Scandinavie, avec un anticyclone qui est en train de se mettre en place là entre l'Espagne et la France et qui s'étend ensuite pratiquement jusqu'au pays de l'Est. On a des fortes amplitudes diurnes sur l'Aquitaine, sur la région bordelaise, puisque ce matin on avait des températures voisines de 1, 2, 3 degrés et cet après-midi donc on prévoit des températures de l'ordre de 18 degrés. Midi et demi, effectivement, la température et le soleil commencent à agir sur les vêtements et le moral. On met un t-shirt, un pull et un manteau au-dessus, on enlève le manteau dès qu'il fait chaud. On est en pleine période d'hiver, donc on est tous plus ou moins dépressifs et c'est vrai que voir quelques rayons de soleil, ça fait toujours du bien. Il faut donc en profiter, la météo le dit, ce beau temps n'est qu'une petite fantaisie temporaire du climat. Aucun record battu, l'hiver va revenir. Comme annoncé dans les titres maintenant, il y a 100 ans naissait Jean Moncorget qui allait devenir Jean Gabin, une carrière exceptionnelle, sans doute l'acteur le plus apprécié, le plus aimé des Français. Homme discret qui pouvait à la fois incarner les titis parisiens, les gentlemen, les PDG ou les voyous. Hier soir, ses partenaires les plus célèbres lui rendaient hommage, Alain Delon ou encore Michel Morgan. Reportage Marie Jaujoin, Jean-Yves Plat. Il avait sa veste pied de poule et sa casquette sur la tête. Sa gapette, comme il disait. Pas n'importe quelle casquette, la sienne. La casquette de Gabin. Celle-là même. La casquette du patron, ou plus familièrement du vieux, comme l'avaient surnommé ses partenaires. Sur la scène du théâtre de Chaillot, Alain Delon a été le premier à se souvenir. Plus de talent que moi et la tête moins grosse. Des témoignages et des images. L'inoubliable Nelly de Quai des Brumes, Michel Morgan avait 18 ans, Gabin en avait 34. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Moment d'émotion lorsque la salle s'est levée pour accueillir l'actrice.
Une carrière aussi monumentale que le personnage, une centaine de films, souvent plusieurs fois avec le même réalisateur. Oui, le premier film que j'ai fait avec Duvivier, c'est Maria Chapdelaine. Duvivier, mais aussi Carnet, Renoir, Verneuil ou Becker. Après, il m'a fait une vacherie, il m'a fait tourner Ponce Pilate dans Golgotha. Au sujet de ce film, il y a eu une critique formidable de Janson. Formidable. Il avait écrit quant à Gabin. Il a plutôt l'air de descendre de la courtille que du Golgotha, mais il s'en lave les pognes. C'est joli, non? Une soirée à l'initiative du ministère de la Culture où se croisaient plusieurs générations de comédiens sous l'œil de celui qui les tutoyait et qu'ils ont toujours vouvoyé par respect. Car Gabin est sûrement l'acteur qui les a le plus marqués. Une sorte d'image qui réconcilie l'homme du peuple et l'aristocrate, la distinction et le franc-parler. Il avait la réputation d'être bougon, d'être secret. Il était timide. Chez les acteurs, il y a des classes comme ça, comme un petit peu des catégories, comme dans le sport. Gabin était du top catégorie, au même titre que Lino Ventura ou Burt Lancaster. Alors il y en a quelques-uns comme ça. Il a été charmant et je n'étais pas du tout impressionnée. On dit que je crois que j'avais l'inconscience de la jeunesse. J'adore les acteurs. Moi, j'adore les acteurs. C'est chouette des acteurs, c'est bête des acteurs. C'est eux qui traduisent tout. Et leur amour, il le leur rendait bien. Donner la réplique au patron, c'était une chance d'apprendre son métier à ses côtés. J'ai peur. C'était aussi une chance de côtoyer un monument, un père de cinéma. Un père de famille aussi. Gabin tenait à son image de patriarche. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se donne rendez-vous demain à 13h. Au revoir. À demain. La voiture est là-bas.